Hello Pascal, Salut Edouard, ça va bien? ça va bien, ça va bien. Il fait beau, Il fait beau. Et tu aimes parler. pas trop fort. Pas trop fort. Est-ce que je peux t'introduire vite fait? Oui. T'as l'habitude, donc fais-toi plaisir. Donc Pascal Alberti, on collabore de loin depuis presque 15 ans si on exagère un peu. Ouais. Tu as géré Tesial, une boîte de création du RP sur mesure et puis d'e-commerce. Tu as géré Social Ball Pro, une boîte qui est dédiée à mettre des tutorials sur des events qui sont devenus des social walls avec Instagram et les SMS et tout ce qui s'en suit. Et puis maintenant, tu bosses sur Ethereum pour faire du continuous integration. Oui, on peut dire ça. Et le sujet qui t'ennuie bien sur ton poste de Social Wall Pro, c'est Twitter. Twitter, X. X. Pourquoi il se surnommait X à part le fait que Musk avait le nom de domaine sous la main. Parce que Musk avait le nom de domaine sous la main. Je crois qu'il a toujours voulu faire quelque chose avec X. Et là, il s'est dit, quitte à avoir dépensé 40 milliards, on va laisser passer le camion. Et quitte à avoir dépensé 40 milliards, c'est peut-être le bon moment de faire quelque chose avec X. Et je crois que un de ses souhaits, c'est de pouvoir faire, à partir de la marque X, enfin du nom de domaine X et la marque X, une application qui permettrait de faire tout et n'importe quoi. Un peu à la... C'est Baidu, non, WeChat plutôt, Oui, WeChat ça, en Chine. Où, non, mais la super app, voilà, je comprends, super mais app. pourquoi il appelle pas ça super app X et que dans la super app, le service de messaging aurait continué à s'appeler Twitter, quoi. Ça aurait été tellement plus facile. Oui, alors là, ce qui se passe dans la tête de Musk, je crois qu'il y a que Musk qui sait, et encore, je me demande même si parfois il sait ce qu'il pense, mais c'est vraiment un gars assez ambigu et sur lequel c'est difficile d'avoir un avis hyper tranché. Est-ce qu'il est le super génie? Est-ce qu'il est le super mégalo? Est-ce qu'il est le super idiot? C'est difficile. Moi, c'est plus que je crois qu'il a de très bonnes idées. Il doit être un fameux dirigeant, un fameux entrepreneur. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'au niveau humain, au niveau communication, c'est certainement pas le meilleur gars, quoi. Et donc, il a décidé dans ses premiers mois, à l'époque où il gérait encore X, maintenant il a nommé quelqu'un, de rendre payant l'utilisation des API. Il n'est pas le seul à le faire, hein. On sent bien que le web devient de plus en plus payant. Reddit le fait, oui. Et donc, Reddit le fait, Instagram et globalement Meta coupe à peu près toutes les API qui peuvent couper. Et donc toi, tu as ta solution et les gens qui utilisaient Twitter comme toi, du jour au lendemain, ont dû payer 50 000 $, c'était ce qui était annoncé. 42 000 $ par mois. 42 000. Une paille. À partir de 42 000 $ par mois, parce qu'effectivement, il y avait des licences plus chères. Pour l'utilisation des données, donc l'utilisation des API, on va peut-être traverser ici pour éviter de se faire choper par une voiture. Non, on va se choper par une voiture. Non. Oui, voilà, tu me rejoins. Ça signifie quoi pour toi, pour l'écosystème du web qui est né des API, des interopérabilités et ce web 3 qui devait être complètement décentré, si c'est bien ça la définition du web 3? Web 3, je vais me laisser de côté, c'est peut-être encore un autre sujet, mais la relation entre les développeurs et Twitter, ça a toujours été amour-haine, amour-haine. Tout au début, Twitter a été hyper ouvert et justement, je pense que l'écosystème des applications et même de Twitter de manière générale a été boosté par une ouverture assez franche et assez voulue même par les créateurs. Tout était ouvert, on pouvait faire vraiment tout ce qu'on voulait. Et puis il y a eu des vagues comme ça successives de on restreint, on relibère, on restreint, on relibère. Enfin, par exemple, il y avait toute une série de clients Twitter. Hein, on pense il y a Sismic, je ne me souviens plus des noms. Loïc Lemeur. Oui, Loïc Lemeur. Oh là là. Il y a toutes des applications
vraiment qui fonctionnait mieux que l'application officielle de Twitter. Et du jour au lendemain, toutes ces applications sont retrouvées bec dans l'eau, sans jeu de mots avec l'oiseau, où elles ne fonctionnaient plus simplement parce que Twitter a décidé que non, il ne peut y avoir qu'un seul client officiel et c'est le client de Twitter. Ils sont revenus un petit peu en arrière et puis Musk a de nouveau aussi complètement coupé, donc il n'y a plus aucun autre client Twitter X que le client officiel. Et même leur client Twitter officiel TweetDeck racheté par Twitter, où il faut devenir Blue pour pouvoir y avoir accès. Maintenant, oui, la version web client un peu plus professionnel, on va dire, que le simple site. Oui, il est payant, donc maintenant il faut... Mais le simple site est devenu multi-account. Enfin, tu peux switcher d'un compte à l'autre facilement. Non. Voilà, ce n'est qu'un seul feed de TweetDeck avec un avantage d'avoir multicolonne, multifiltrage, etc. Donc c'est quand même un outil un peu plus sympa, quoi. Mais pour revenir quand même sur la politique de Musk et entre autres de faire payer les API, moi je comprends tout à fait. Il doit vivre, voilà, c'est normal, ça doit vivre. Au final, on vit des données, donc eux vivent de leurs données aussi, et les laisser surtout des sociétés se faire de l'argent, pas sur le dos, mais grâce à ces données en toute impunité, on peut imaginer que lui veut valoriser ces données. Donc sur le fait que les API sont j'ai aucun souci. Mais c'est plutôt voilà, du jour au lendemain, il y a eu même pas un mois de notice en disant dans un mois, si vous ne payez pas 42 000 $, tant pis pour vous, quoi. Et ça a été plus ou moins le cas. Ils sont revenus un peu en arrière, ils ont quasi divisé par 10 finalement le prix d'entrée. Il y a encore, oui, il y a des licences moins chères, donc il y a quand même une licence à 5 000 maintenant, qui reste pour probablement plus abordable pour des grosses boîtes, mais bien entendu les rates sont proportionnels au prix de la licence, bien entendu. Dans le cas de Social Web Pro, si on prend ce cas-là, ça reste pour nous un ticket d'entrée quand même trop cher de toute façon que pour pouvoir faire un business viable. Il faut bien se dire, 5 000, voilà, ça fait 60 000 sur l'année pris sur la marge d'une petite société. Il faut les trouver. C'est pas évident. 60 000, c'est déjà moins quand même que 12 fois 42 000, mais ça reste quand même 60 000 à sortir. Il y a certains concurrents qui ont réussi à le faire, d'autres qui ont essayé, même comme un peu nous, de passer par des backdoors, faire du scrapping, etc. Mais tout a été cadenassé par Twitter. Publer, un des concurrents de Buffer, en tout cas le réoffre, donc ils le prennent à leur charge. Oui, voilà. Alors il y a des concurrents qui ont augmenté leur prix pour essayer de réduire l'impact sur la marge. Il y a d'autres outils autres que le Social Wall, où là, voilà, si c'est des clients multi-réseaux, l'option Twitter, c'est un petit peu plus cher. Donc il faut activer l'option Twitter pour pouvoir compenser un peu le prix de la licence que ces acteurs doivent payer pour accéder aux données, quoi. Et donc il y a des astuces, mais voilà, c'est pas évident à gérer. Donc Twitter gagne de l'argent avec les données maintenant, ouais. Et puis ils essaient de lancer toute leur multitude de services pour, comme tu dis, être une méga app. Ouais. Les solutions de paiement n'ont pas encore l'air d'arriver. Par contre, les solutions de vidéo augmentent. Ouais. Et donc maintenant, on peut avoir du live. En tout cas, on peut réavoir du live. On peut réavoir du live. Ils annoncent un grand partenariat avec Paris Hilton pour lancer leur offre de live shopping. Il y a évidemment les radios par mini-groupe, là, comment s'appelait cette app Comment ça s'appelait cette app qui a fait le buzz pendant 6 mois Oui, j'ai oublié. Peu importe. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre parce que moi, le fait aussi, comme tu dis, qu'ils se financent sur les données, ça paraît logique. Le fait que les choses ne se financent pas que par la pub, moi je trouve ça plutôt sain. La pub est quand même vraiment le business model quand même le plus dégueulasse dans un monde où il faut un peu décroître, arrêter de consommer. Que tous ces médias soient obligés de mettre le plus de pub devant la gueule, c'est quand même pas le meilleur moyen d'arriver à un monde. Je pense qu'il a décidé d'essayer de gagner de l'argent autrement que simplement par la pub, donc en mettant des prix sur les licences, le Blue, donc c'est au final payer certaines fonctionnalités,
le TweetDeck, etc. Les certifications, enfin certifications dans le sens, les sociétés doivent quand même payer pour avoir un petit macaron jaune $1000 par mois. Voilà, il faut quand même. Parfois, il y a des marques qui ont X comptes sur Twitter. Enfin, quand je dis X, voilà, un certain nombre de comptes sur Twitter, sur X, ils doivent payer 1000 euros, enfin $1000 à chaque fois. Donc voilà, c'est toute une source de revenus. Je ne sais pas si cette source de revenus-là, au final, enfin, qu'est-ce que ça représente par rapport au coût et par rapport au revenu total de Twitter. Je crois qu'en tout cas, 42 milliards achetés, oui, il faut maintenant je crois qu'en termes de revenus, enfin, c'est plutôt, par exemple, les API, c'est plus pour réduire les coûts aussi. Que réellement pour gagner de l'argent. Parce que clairement, tous les petits projets qui nécessitaient des ressources pour faire tourner, ben voilà, il y en a énormément qui ont complètement abandonné. Donc j'imagine que derrière, il y a une économie d'échelle au niveau de leur infrastructure, au niveau du support, au niveau du filtrage, enfin que sais-je. De toute façon, c'était un peu obligatoire puisque il y a quand même viré 80% des gens. Ben voilà, le support est cassé oui, en fonction, proportionnellement. Quoi. Et Thread, de notre ami Meta, de Zuck? Mais au final, est-ce qu'on a pu le tester officiellement en Europe? Non, il est toujours pas. Non, bien sûr, personne en Europe n'a pu le tester. Bon, on l'a testé, oui. Bah, ça fait un gros pétard mouillé, on verra. Il y a Blue Sky, il y a Mastodon. Moi, je suis là-dessus. J'ai juste l'impression, en fait, que ce sont des reboots de Twitter. Donc, comme pour moi, tous les réseaux sociaux, tant qu'il n'y a pas une masse critique, bah, ça ne fonctionnera pas. Quoi. Et il y a quand même l'effet le winner take all. Quoi. On va pas commencer à mettre annoncer 6 réseaux sociaux pour savoir parler avec chacun en fonction d'eux. Non, surtout pour faire exactement la même chose. Donc, c'est reconstruire tout un réseau. Ça prend du temps et je crois que je suis pas devin, je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça va être très difficile pour des concurrents de venir exactement, en tout cas sur le même terrain que X Twitter. Est-ce qu'on ferait pas demi-tour? Demi-tour, ce serait plus logique. En fait. Ah, demi-tour. Regarde, on a changé d'angle. Et c'est quoi leur prochain développement? Qu'est-ce que Twitter va proposer? Il y a plein de choses. En tout cas, se parler du streaming. Enfin, lui, quand je dis lui, c'est Musk s'amuse, en tout cas pour l'instant, à faire plein de tests. Lui a l'accès. Oui, il a bien sûr accès, donc il a déjà streamé des concerts. Il se stream pour l'instant à jouer à Diablo 4. À conduire sa Tesla avec le FSD full drive. Donc c'est un fan de Diablo. Je n'ai pas regardé, mais j'ai vu des critiques comme quoi apparemment il n'est pas si mauvais joueur que ça. Donc je crois que c'est quand même un gros geek. Et moi je me demande même quand il arrive à faire tout ça, parce qu'apparemment il ne dort pas énormément. Ça doit être là qu'il il a un tripoté d'enfants à gérer. Mais il a combien de sociétés? Il est omniprésent partout. Tu disais qu'il a mis quelqu'un à la direction de Twitter, oui, mais ils ont quand même bien cadenassé. Lui continue à s'occuper du produit de toute façon. Oui. Donc elle n'a pas grand-chose à dire. Il ne dit probablement pas grand-chose derrière par rapport au produit. Parce que dans ces autres boîtes, chez SpaceX, il y a Gwen Stockwell qui gère tout l'opérationnel et qui le fait très bien. Ouais. Chez Tesla, ça change souvent de nom, ça bouge un peu plus. Mais il est CEO, mais plus pour la forme que dans les faits quand même. Ouais, gros focus sur les streams. Le dernier changement en date, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait que maintenant il a décidé, et c'est une de ses décisions, en tout cas c'est ce qu'il a dit sur un post, on ne dit plus un tweet, on dit un post maintenant, le fait de retirer le preview du contenu d'un article quand on partage une URL. Donc maintenant, quand on va partager un article, il y aura juste l'image de preview de l'article et le nom du site. Donc si c'est un article de RTBF qui parle du conflit palestinien-Israël, enfin Palestine-Israël, on verra juste que c'est un article RTBF, l'image, et c'est tout. Alors le grand débat, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est l'ouverture vers des fake news ou voilà, moi je suis un peu mitigé par rapport. Alors pourquoi? Apparemment, ce serait quand même lié à. Il n'est pas obligé d'aller scraper chaque site. Je vois que quelqu'un partage rien pour aller en faire la
prévu aller chercher les métadonnées de schéma org. Non, mais ça, il y a des standards pour faire ça avec l'OEmbed. Enfin, les sites sont prévus pour faire ce genre de choses. C'est pas très très compliqué. C'est lié apparemment à une directive européenne, si je me trompe, lié, enfin, un accord que la presse aurait eu. Donc, quoi, si on partage le contenu de la presse, ben, il faut payer la presse, quoi. Ah ouais. Lui, il n'a pas envie de payer la presse parce que de toute façon, il trouve que la presse est totalement inutile, dans le sens où pourquoi en fait suivre même un lien qui va pointer vers un article de presse, Alors que tout peut se résumer en 240 caractères. voilà, même plus, parce que maintenant on peut, Oui, on peut. avoir un peu plus. Donc il dit, de toute façon, tout est déjà sur Twitter bien avant que l'article ne soit écrit en presse. Pourquoi aller suivre un lien et aller lire le détail sur l'article de presse? Donc il se fout de la presse. Alors, la vérité est probablement un peu entre les deux, mais c'est de nouveau une décision qui a été prise rapidement et implémentée rapidement. Donc ça, il faut quand même reconnaître que il avait plein d'idées, il y avait plein de choses qu'il voulait refaire, et ça avance quand même vachement vite de ce point de vue-là. Donc on verra vers où ça va. Alors est-ce que ça va faire apparaître plus de de fake news, etc., et que ça va profiter aux complotistes, etc. Moi, j'en suis pas hyper convaincu. Je crois que ça forcera peut-être les gens à rédiger un peu mieux les tweets quand on partage un article plutôt que de simplement prendre le lien, le taper et l'envoyer. En tout cas, ça correspond bien voilà. à son image de je fais des essais-erreurs, même si ça explose en vol, tant pis, on changera de stratégie. Il faut reconnaître qu'il a, en restant poli, des balls, on va dire, parce que quand la rumeur est passée de dire que Twitter allait être rebrandé en X, franchement, moi, j'y croyais pas trop, quoi. Et si, il l'a fait et il continue. Le dernier gros boulot qui reste à faire pour le rebranding, c'est de remplacer vraiment le nom de domaine principal par x.com. Pour l'instant, si on tape x.com, on est redirigé vers le site Twitter. Ah oui? Parfois, l'inverse arrive aussi. Pardon? L'inverse arrive aussi. Tu peux aussi parfois taper Twitter et tu arrives sur le x.com. Oui, si tu tapes X, tu arrives sur Twitter normalement. Si tu prends l'URL d'un tweet, c'est toujours twitter.com/ quelque chose. Par contre, si tu fais un share, tu peux avoir des URL à x.com mais quand tu cliques, tu vas te retrouver de nouveau sur Twitter. À un moment donné, X deviendra le domaine principal. Et on peut imaginer que ça, c'est quand même un boulot un peu plus conséquent que simplement remplacer des petits logos à gauche et à droite, un petit oiseau par un petit X, quoi. Eh ben, merci pour ce petit bavardage. Oui. Au plaisir. Au plaisir aussi. Et si les gens veulent te croiser, ils te trouvent où? Sur Twitter, sur X, oui. Si quel est ton petit nom propre? Mon petit nom de scène, on va dire, c'est Zorobi1. Voilà. Sur tous les réseaux sociaux, même si je suis quand même moins présent qu'avant, mais LinkedIn, Twitter, je suis là. Sinon, sur le site de Thésial, pascal@thésial.be, par email, et il y a les coordonnées qui sont là. Merci pour vos feedbacks. Prochaine. Salut. Merci Edouard.